Nous sommes lundi et Abdul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de l'innovation technologique. Pourquoi et comment y parvenir? Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, c'est une nouvelle thématique à la suite d'une autre la semaine dernière, mais nous avons effleuré un certain nombre d'aspects. On va commencer justement par ce rappel parce qu'on n'a pas pu comprendre quelles sont justement les raisons pour lesquelles les premiers de classe ont du mal à se trouver un stage, un emploi. Ok, merci beaucoup. Merci encore pour l'opportunité. C'est une semaine qui commence. Je souhaite bonne semaine à tous ceux qui nous suivent. Pourquoi les premiers de classe ont parfois du mal à trouver un stage ou un emploi? Alors, Dieu merci, c'est pas tous les premiers de classe. Dieu merci, c'est pas tous les premiers de classe. Mais on peut observer effectivement que beaucoup de gens très brillants techniquement à l'école ont du mal. Alors, je ramène nos auditeurs à mon livre et j'espère vraiment qu'ils le lisent. Et ça va être un sujet qu'on va aborder plus tard. Les lois spirituelles. Parce que beaucoup de gens te rendent compte, j'aime ce que tu fais, mais ils n'ont jamais acheté le livre. Et ils ne font rien en retour. Et ça, c'est un défi, en fait. On en parlera. On en parlera parce que c'est bien d'encourager. C'est pas juste de recevoir. Il faut aussi savoir donner quand vous recevez. Pour venir ici, ça nous prend de l'énergie, ça nous prend du temps. Moi, je suis obligé de suspendre une activité pour être là et essayer de la rattraper par la suite. C'est bien, mais après, on dit, on aime ce que tu fais, mais quand il y a du business, on t'appelle pas. Et ça, c'est pas du tout correct. Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Et on en parlera parce que pour moi, c'est une des lois de succès. Donc, pour revenir, dans le livre, je parle de 6 compétences. Être très bon à l'école, c'est très nécessaire. Vraiment, c'est très nécessaire d'être bon. Mais ce n'est pas suffisant. Une des compétences qui va faire défaut, c'est la compétence relationnelle. Comment rentrer en relation avec des inconnus? Comment se faire rejeter? Vous allez demander un stage ou un emploi, on dit après, on ne vous rappelle pas, mais vous continuez à persévérer quand même. Si vous ne savez pas faire ça, vous serez très bon dans quelque chose, mais vous serez assis à la maison. Et on va voir ce lien, le même problème avec l'innovation. Parce que beaucoup d'inventeurs ont ce problème. Ils n'ont pas cette capacité à aller connecter avec l'autre, à rentrer en lien avec des inconnus, à infléchir les volontés des gens dans le sens de leurs intérêts. Donc ils finissent par abandonner en ayant l'impression que oui, on ne veut pas les aider, mais personne ne vous aidera. C'est vous qui devez être capable de rentrer en lien avec les autres. Donc il faut pouvoir cultiver la compétence relationnelle. En plus des autres compétences, on a cité la compétence managériale, la compétence financière, la compétence spirituelle, la compétence émotionnelle. Mais les 3 qui sont très importantes au départ de la vie, c'est la compétence technique, la compétence émotionnelle et la compétence relationnelle. Si vous ne travaillez pas sur ces 3 systématiquement, vous aurez des problèmes dans la vie. Et nous, on essaie de le faire à IST Ouaga 2000 en mettant des activités qui permettent à nos étudiants de ne pas que développer la compétence technique, mais de pouvoir associer les autres formes de compétences. Aussi, une question qui nous est venue à la suite de nos précédentes émissions, c'est-à-dire, finalement, comment obtenir une véritable expérience professionnelle quand on sait que beaucoup avant d'embaucher demandent une expérience professionnelle? Est-ce sur la base du nombre de stages? Est-ce parce qu'on cherche beaucoup en termes d'emploi? Comment est-ce qu'on acquiert une véritable expérience professionnelle? Merci beaucoup. Parce que je vois beaucoup de gens diplômés. Déjà, je rappelle que quand vous allez en stage, de grâce, le stage est important. Le stage, la fin de la formation, ce n'est pas l'obtention du diplôme. L'obtention du diplôme est une étape et vous passez à l'étape du stage qui est encore la poursuite de votre formation. Et j'ai dit que la formation ne s'arrête pas. Parce que quand vous allez atteindre un emploi, vous aurez besoin d'une promotion. Vous allez devoir apprendre d'autres choses. Vous aurez besoin de devenir un jour DG, vous allez devoir apprendre autre chose. Vous aurez besoin de devenir entrepreneur, vous allez devoir apprendre autre chose. On ne s'arrête pas. En fonction des étapes qu'on veut atteindre, il y a encore de nouvelles choses à apprendre. Et je dis donc que le stage, c'est de la formation. Et donc, allez en stage avec votre cahier. Chaque jour, lisez vos cours. Essayez de faire du lien entre ce qu'on vous demande en entreprise, ce que vous voyez et ce que vous avez appris à l'école. Cette dynamique-là va vous permettre de rentrer dans la connaissance véritable. Et je rappelle que la connaissance, c'est 3 choses. C'est de l'information, c'est de la sagesse qui est la partie compréhension, c'est de l'intelligence qui est la capacité à utiliser ce qu'on a compris. Et c'est pendant le stage, pendant que vous pratiquez, que vous pouvez combiner ces 3 choses-là. Donc ne laissez pas vos cahiers, ne laissez pas la théorie. Continuez d'observer, de poser des questions et en même temps essayez d'appliquer ce que vous apprenez. Ça, c'est l'une des étapes. L'autre problème que j'observe, vous voyez des gens qui font un stage, chaque 3 mois, ils changent de domaine. De domaine, c'est-à-dire? Alors, il a fait de la communication. Je prends encore le cas de quelqu'un qui fait de la communication. Il va faire 3 mois dans un journal écrit, où il écrit.
3 mois après, il fait du montage vidéo. 3 autres mois après, il fait, je sais pas moi, de la présentation radio. 3 autres mois après, il est devenu reporter. Finalement, il n'y a pas de cohérence. Tu vois, il touche trop à tout. Il n'est pas en train de développer un métier. Ce qu'il faut faire, c'est de rester dans la même ligne pendant plusieurs années. C'est-à-dire que celui qui démarre son stage en radio... Il faut rester dedans. Parce que c'est là que tu vas construire l'expertise radio. La présentation radio et la présentation télé, c'est pas la même chose. L'écriture, c'est pas la même chose. Toi, tu commences radio, tu touches à tout. Finalement, tu sais faire quoi? Rien. Non, reste dans le même sujet. Ça prend du temps. D'ailleurs, tu es pressé pourquoi? On a environ, l'espérance de vie au Burkina, c'est pas beaucoup, mais autour de 56 ans. Il risque de choquer beaucoup. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est les données scientifiques. Attends, je suis même pas bien pour parler. Déjà, moi j'ai bientôt 45 ans, donc c'est pas par plaisir. Je rappelle que l'espérance de vie c'est 56 ans. Mais quand tu as 20 ans, là, 22 ans, parce qu'en général c'est autour de 24, 25, on a le premier diplôme, mais tu as encore des années. Ne te presse pas. Le succès, c'est quelque chose qui explose. C'est comme quelqu'un m'a dit le bambou, la particularité du bambou, quand tu le plantes, tu vois pas il pousse pas. Tu as l'impression qu'il est mort. Mais en fait, il pousse d'abord par les racines. Il s'enracine tellement que dès qu'il sort de terre, là, il peut plus mourir. Il faut le couper comme tu veux, il va repousser. Tu vois. Mais malheureusement, si tu t'es pas enraciné, mais le jour qu'un petit vent souffle, tu tombes, c'est fini. Donc ce temps d'enracinement là, il commence dans l'école, il se poursuit dans le stage. Les 5 premières années, à mon avis, après ton diplôme, sont des temps d'enracinement où tu dois devenir tellement bon dans quelque chose qu'après tu n'as plus peur. Mais si tu ne prends pas ce temps d'enracinement, tu es pressé de gagner de l'argent, tu veux courir derrière l'argent et tu vas t'épuiser. L'argent est trop rapide, tu ne pourras pas le rattraper. Laisse l'argent te poursuivre. Alors, nous abordons à présent le vif du sujet, l'innovation technologique, pourquoi et comment y parvenir. C'est une thématique justement qui nous inspire à la suite de ce forum qui s'est tenu et qui abordait l'innovation technologique, le First Seed, où le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé à des chercheurs, à des scientifiques. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé justement de son discours, de cet entretien qu'il a eu avec les scientifiques et chercheurs? Alors, j'ai énormément apprécié tout de suite. Et mon épouse qui me disait, mais comment il fait pour parler comme ça, sans papier, avec toute la cohérence qu'il a et tout? J'ai dit, en fait, tu vois, c'est un homme extrêmement intelligent. Et comment moi je le découvre? Je suis en Chine, j'ai mon guide avec moi, et mon guide me dit, est-ce que tu sais que moi je connais le capitaine Traoré? J'ai dit, comment ça? Il dit qu'on a étudié ensemble. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, tu sais, à l'école, personne ne le dépassait. Il était toujours le premier à l'université. Extrêmement intelligent. Ça, c'est le premier élément à prendre en compte. Le deuxième élément qui est très important, c'est la cohérence. Vous savez, on a posé la question un jour au secrétaire de Mahatma Gandhi, parce que Mahatma Gandhi parlait à des foules sans documents. Il dit, mais comment il fait pour aussi sublimer son public sans papier? Il dit, non, il est cohérent. Ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il ressent, ce qu'il fait, c'est la même chose. Quand vous êtes dans cette authenticité, dans cette cohérence-là, vous n'avez pas besoin de documents. C'est quand vous êtes, même si vous êtes intelligent, mais vous voulez cacher ce que vous pensez, vous créez de l'incohérence dans votre communication. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de flux, quoi, ça ne coule pas. Mais quand vous avez cette cohérence, il n'y a rien à faire et il est cohérent. La troisième chose, c'est le courage. Beaucoup de gens ont de belles idées, mais ils n'ont pas d'audace de les appliquer. Et je vois quelqu'un de courageux, qui fait des choix extrêmement courageux. Alors voilà mon point de vue. Que l'on prend le meilleur système au monde, mettez le meilleur système au monde. Mais si vous mettez à sa tête une personne qui manque de ces 3 choses que je viens de dire, entre autres, qui manque d'intelligence, qui manque de cohérence et qui manque de courage, donnez-lui la meilleure machine, la meilleure arme, le meilleur système, il n'en fera rien de bon. La preuve, on a les 2 plus grands courants au monde qui se font face. Le capitalisme avec les États-Unis, le communisme avec la Russie. Mais ces 2 nations n'ont rien à envier l'une à l'autre. La Chine, mais c'est 2 systèmes différents. Pourquoi les 2 systèmes qui reposent sur des principes différents arrivent à performer? C'est ceux qui sont à la tête de ces systèmes. Ce n'est pas le système en lui-même. Tous les systèmes sont bons en eux-mêmes. L'ambition de tout système, c'est d'amener le développement. Mais après, c'est comment on garde la cohérence pour que le système aille jusqu'au bout. Le problème, c'est donc qui porte le système. Exactement. Et moi, je pense qu'on peut ne pas aimer, mais voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà quelqu'un qui est cohérent, qui a du courage de faire des choix et de les assumer. Pour moi, ça, c'est extrêmement important. Je suis prêt, même si je ne partage pas, je donne un exemple, une idéologie de quelqu'un. Mais je sais que cette personne est cohérente, on va arriver quelque part.
Mais si vous suivez quelqu'un qui n'est pas cohérent, il dit ça, il se dédie, il change, quel que soit le système que vous mettrez entre ses mains, ça n'ira pas loin. Et ça, on a quelqu'un de très cohérent, de très intelligent, et en même temps qui a de l'audace. Pour moi, on est sur le bon chemin. Et il y aura forcément des choses qui vont être ratées, mais qu'on va réparer au fur et à mesure. Donc j'adhère à 100%. Mais quand on regarde notre pays, le Burkina, quand on regarde la place qu'elle occupe dans le Conseil des Nations, au plan économique, de par sa diversité culturelle et tout, ses potentialités, ses intellects et tout, est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'une innovation technologique maintenant? Forcément. Forcément, on a besoin d'innovation. Maintenant, de quelle innovation? Déjà, comment on peut se développer sans transformer? Si vous ne transformez pas, dans tout système, dans toute chaîne, ceux qui produisent sont ceux qui gagnent le moins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Mais quand la production est faite et que tous les systèmes d'accompagnement qui se mettent, la transformation, la distribution jusqu'au bout, c'est ceux qui sont au bout de la chaîne qui gagnent. C'est pour ça que des pays qui n'ont aucune matière première viennent prendre nos matières premières, vont les transformer, viennent nous vendre plus cher parce qu'il y a de la valeur ajoutée. Donc on ne peut pas se développer sans produire, sans apporter cette valeur ajoutée là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment le chemin à suivre. Au-delà de la valeur ajoutée, est-ce qu'il y a une sorte de marketing? Qu'est-ce qu'il faut accompagner? Ah oui, parce que ça c'est un gros problème vieux comme le monde. Et si vous prenez Apple, vous prenez McDonald's, vous allez voir que c'est le même problème. Et je le vis dans mon école tous les jours. La plupart de ceux qui inventent, c'est la même problématique qu'on posait par rapport au premier de classe. Après, il faut vendre le produit. Le tout n'est pas de produire. Déjà, il faut produire quelque chose qui correspond à des besoins. Les gens très brillants, ils aiment des solutions compliquées. Mais ça ne répond à aucun besoin. Alors qu'il faut des gens qui sont capables d'aller lire les besoins. Et de te dire, bon ok, tu es fort, mais ce que tu dois produire là, voilà ce que ça doit être. Voilà à quel coût il faut le faire. Ce que tu veux. Donc il faut associer le marketing. Il faut associer des personnes qui ont la capacité de lire le marché et d'adapter les technologies là aux besoins du marché. Si vous amenez des technologies qui ne correspondent pas à des besoins, on ne pourra rien en faire. Et malheureusement, les scientifiques tout seuls ne peuvent pas comprendre ça. Ils sont enfermés dans leur paradigme. Ils ont un paradigme. Et généralement, eux, tout doit être parfait. Tout doit être excellent. Et généralement, quand on respecte ces règles-là, ça devient très coûteux. Il faut pouvoir combiner les deux. Aux scientifiques, on associe des hommes de marketing qui vont emmener cette nuance-là, qui vont faire qu'à terme, on va concevoir des produits, des technologies adaptées à nos besoins et à des coûts supportables. On a l'exemple typique du coton. Vous parlez de la valeur ajoutée du marketing dont vous parlez. Absolument. Prenons la tenue que je porte. Regarde, moi j'ai discuté avec plusieurs producteurs. Il n'y a pas longtemps, je formais l'association des couturiers et tout ça. Mais le besoin en tenue locale est énorme. Ils ne peuvent même pas le satisfaire. Ils se plaignent tous de la production. Ils n'ont pas de personnes qualifiées, de personnes de qualité pour produire assez. Sinon, si le marché, il existe. Mais on a combien de Burkinabés? Des millions de Burkinabés. Si tous les Burkinabés s'habillaient Burkinabés, mais l'économie explose. Donc la question, c'est là qu'il faut réfléchir. Comment on peut produire plus, mais de manière locale? C'est ça les vraies questions qui nous intéressent. Oui. Mais quand on parle d'innovation technologique aujourd'hui, est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires qu'on peut identifier? Qu'est-ce qui devait être mis au premier plan? Alors, secteur prioritaire, pour moi, la première des choses, c'est les besoins. Le marché, mon professeur de marketing me disait régulièrement domain driven, ce qui veut dire c'est le marché qui dirige. Le marché, c'est qui? C'est le besoin. C'est le besoin qui oriente l'action. C'est pas à nous de nous asseoir, et c'est ce que font les scientifiques. Ils imaginent une belle technologie sans tenir compte du marché. Non. En marketing, on va d'abord du marché. Que veut le marché? Et on produit en fonction de ce que veut le marché. Donc la question qu'on doit se poser, c'est où se trouve le marché? Où se trouve le besoin? Et là, il y en a énormément. Regardez tous les produits de notre quotidien. Ce qu'on achète tous les jours là. Si on le fabriquait ici, prenons les tapettes de douche, prenons les chaussures en plastique qu'on importe. Il y a tellement de choses. Le président a donné le cas du micro. Il dit mais le micro qu'on utilise là, il est fait ailleurs. Mais il y a toutes les choses du quotidien. Si on arrive à les faire chez nous ici, mais c'est fini, notre économie va se développer. Il a même parlé du vélo. Le vélo, on le roule, on dit que c'est le pays du vélo, mais on ne peut rien fabriquer. C'est pas normal. Ne serait-ce que les cadres, au moins qu'on dit, bon ok, on va juste vous faire venir les roues, mais les cadres, là, on fait ça ici nous-mêmes, parce qu'on a développé la technologie pour le faire. C'est ça, à mon avis, effectivement, dans le besoin. Le deuxième élément, c'est la volonté politique. Et ça, le président l'a dit. Il dit que lui, déjà, prenons tous les menuisiers aujourd'hui. Moi-même, j'ai réfléchi, si je connaissais des menuisiers, parce qu'après, c'est l'homme, et c'est pour ça qu'on est souvent sur ce plateau. La vraie matière première, c'est l'homme. Le vrai outil de production, c'est l'homme. Quand l'homme n'est pas aligné, on a des difficultés.
Et dans tous les secteurs, les gens vont vous dire, les hommes, les ressources humaines sont le problème. Pas en termes de qualification technique, mais en termes d'attitude, de comportement professionnel. Pour vous, l'alignement au domaine est aussi important? Absolument. Non, ça vient même après. Mais déjà, avoir les outils, ou du moins, je veux revenir sur ce que le président a dit par rapport aux meubles, disant qu'on ne va plus importer de meubles. Mais on peut fabriquer des meubles. Mais pour ça, il faut mettre des équipes qui puissent sortir des meubles de qualité. Mais comment tu vas faire un meuble de qualité quand le gars, il sait qu'il doit poncer? Voilà comment il faut poncer, mais il triche. Il finit le truc qu'on regarde, c'est pas acceptable. Pourtant, il sait le faire, mais il n'a pas la discipline pour le faire. Il n'a pas la rigueur pour le faire. Et c'est ça qui est le problème, tu vois. Maintenant, l'alignement, comme tu disais, si tu vas innover, tu veux t'investir dans un domaine, même si on dit qu'il est rentable, mais ce n'est pas un domaine qui te correspond, comment tu vas faire? Je vois des gens qui disent, quelqu'un qui me parlait hier, avant-hier, qui allait investir dans une province où il n'y a pas de besoin, dans le domaine de l'enseignement. Tu vois, on veut innover souvent, comme il n'y a personne. Non, c'est pas parce qu'il n'y a personne qu'il faut aller faire quelque chose. Par moment, il faut aller là où il y a la concurrence. Parce que là, il y a le marché. Et surtout, que ce soit quelque chose pour lequel vous avez une expertise, que vous aimez faire. Si un secteur ne vous correspond pas, que vous y allez, vous allez vous fracasser. Mais là-dessus, j'ai envie de dire quelque chose. Quand on voit la plupart des retraités qui essaient de se recaser, ils prennent un domaine qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. La plupart partent faire de l'élevage ou de l'agriculture alors qu'ils étaient en administration. Est-ce que suivant le même exemple, ça veut dire qu'ils se fracassent? Est-ce que quand vous regardez, ça marche? En général, ça ne marche pas. Bon, pour un certain nombre d'années, on sent que ça marche, ça bouge. C'est parce qu'il a l'argent. Parce qu'il ne peut pas le rentabiliser. Déjà, c'est une belle question sur laquelle on reviendra, la retraite. Moi, c'est un de mes sujets. Je me pose déjà des questions. Je vous regarde comment je prépare ma retraite. Parce que justement, c'est pas quand on a la retraite qu'on doit y réfléchir. C'est avant qu'on y aille. Et qu'on doit commencer à développer des réflexes, des habiletés, des savoir-faire maintenant qui vont se poursuivre dans la retraite. C'est pas quand j'arrive à la retraite, je me pose la question, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Non, c'est maintenant qu'il faut réfléchir à ça. Et donc, attendre ce moment-là pour s'y engager, c'est très risqué. On va agir par peur. Oui, on ne sera plus dans une action par dessein orienté, mais ce serait une réaction. Parce que maintenant, on craint, on ne sait pas quoi faire et on va prendre de mauvaises décisions. Alors, besoin, volonté politique, alignement au niveau du domaine. Finalement, j'ai envie de poser la question, c'est quoi l'innovation quand on regarde tous ces aspects? Belle question. L'innovation, deux choses. Il y a deux types d'innovation. Il y a ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Ça veut dire que vous créez quelque chose qui n'a jamais existé sur la Terre. C'est extrêmement rare d'avoir ce genre d'innovation. C'est extrêmement rare. Et c'est le genre d'innovation qui, pour mon avis, ne sont pas adaptés à l'Afrique et à un pays comme le Burkina Faso. On n'a pas besoin de ça. Il y a ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, qui consiste à améliorer ou à adapter quelque chose qui existe. On ne cherche pas à réinventer la roue. On prend la même roue là et on l'adapte à notre réalité, à notre contexte. Pour moi, c'est de ce type d'innovation dont on a besoin. Et c'est de ça que le président a parlé. Les choses existent déjà, mais faisons-le chez nous-mêmes. Si un Burkinabé arrive à produire quelque chose qui n'existait pas au Burkina, il a innové. Il a innové de manière contextuelle. Il n'a pas innové en inventant une rupture. Mais il a innové parce qu'il a été capable au Burkina Faso de produire quelque chose qu'on ne produisait pas avant. De prendre nos ressources locales et de les adapter pour réaliser quelque chose qui se fait ailleurs. Et on ne sera pas les premiers à le faire. Dans le monde, tous ceux qui se sont développés n'ont pas commencé par des innovations de rupture. Ils ont commencé par des innovations incrémentales. Ils ont pris ce qui existait, ils les ont adaptés à leur contexte. Comment réaliser cette innovation incrémentale? Alors, je vais donner le principe du karaté. Au karaté, il y a un principe qui s'appelle le shukari. En réalité, la vraie innovation commence par le fait de copier. Si tu n'es pas prêt à copier, tu ne peux pas innover. Ça commence par le fait de copier. Et c'est un principe d'apprentissage. En karaté, on dit, quand l'élève doit être formé par le maître, l'élève commence par l'étape du shu. À l'étape du shu, il ne fait que suivre ce que son maître fait et il fait l'exercice en même temps que le maître. Il copie le maître. Le maître exécute le mouvement, il exécute le mouvement avec son maître. Il le copie, il regarde, il fait exactement la même chose. Quand il sait copier le maître, il passe à l'étape du ka. À l'étape du ka, le maître ne fait plus le mouvement, le maître le regarde faire. Mais il doit continuer à exécuter exactement les mouvements du maître, mais sans la présence du maître, parce qu'il commence à avoir une certaine liberté d'action. Mais il reste toujours conforme au principe que le maître lui a enseigné. Quand il a cette maîtrise, il rentre dans le ri. Le ri, c'est son espace de liberté. Ça veut dire qu'il est devenu maître lui-même et il a la possibilité maintenant de créer
de faire d'autres choses que le maître ne faisait pas, de faire évoluer le domaine. Innover, c'est copier d'abord. Tu n'as jamais copié quelque chose, tu veux l'inventer, tu vas faire ça comment? Et les exemples existent. Le Japon avant la Chine. Si vous demandez à nos parents, là, à l'époque, on dit qu'un produit est zampon, ça veut dire qu'il n'est pas bon. C'était un produit de mauvaise qualité. Parce que les Japonais ont commencé à apprendre à copier d'abord ce que faisaient les Occidentaux. Et à force de copier, ils sont devenus des experts en technologie. C'est le Japon qui a formalisé la question de qualité. Mais avant, ils copiaient, ce n'était pas de la qualité. Après, eux, on a la Chine. Il y a quelques années, quand on dit c'est chinois, c'est que c'est pas bon. Parlant des téléphones portables, par exemple. Dans tout. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ça? Mais il a fallu d'abord qu'ils copient. Nous devons copier. Toutes les technologies, tout ce que nous achetons ailleurs, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des années, les Chinois? Ils commandent des équipements, ils disent non, il faut que les ingénieurs participent à la production. Et les ingénieurs regardent comment on fait. Ils envoient les ingénieurs dans les industries européennes. Ils ont fait en sorte que les Européens délocalisent leurs entreprises chez eux pour faire du transfert d'expertise. Et ils copiaient. On dit que c'est des faux. Mais aujourd'hui, là, les marques chinoises sont vraies. Dans l'automobile, là, qui se pose des questions pour acheter aujourd'hui une marque chinoise? Qui se pose des questions pour acheter un appareil chinois? Non. Mais il a fallu d'abord copier. Il faut copier. Ça commence là. Et il y a tellement de choses qu'on peut copier. Donc voilà ce que je pouvais dire. Finalement, j'ai envie de poser l'autre question, mais quelle est la place de la recherche? Parce que quand on parlait d'innovation technologique avec le chef de l'État, il était aussi question de la recherche. Quelle est sa place? Mais pour copier, là, il faut faire de la recherche. Tu crois que l'autre va te dire comment il a produit? Il ne va jamais te dire. Ce qu'il vulgarise là, c'est ce qui est évident. Mais les vraies clés qui lui permettent finalement d'arriver au résultat, il ne te donnent pas. Il faut que tu fasses de la recherche. Dans les grandes multinationales, là, ils font de l'espionnage. Non? Chacun veut découvrir la clé que l'autre refuse de communiquer. C'est la même chose. Ils payent un équipement, ils le démontent, ils le dissèquent pour aller voir qu'est-ce que le gars nous a pas dit. Ils apprennent à le remonter, à le reconstruire eux-mêmes. Non, c'est la seule solution. Copier ne veut pas dire dormir. Hein. Tu prends juste... Non, il va falloir faire de la recherche pour copier. Maintenant, fais une recherche qui consiste à aller inventer quelque chose qui n'existe pas. Je vous assure que c'est une perte de temps. Mais fais une recherche pour comment copier. Je t'assure que notre industrie va se développer. Parce qu'il y a trop de choses. On peut fabriquer des moteurs localement. Le vélo là. Attends, l'alliage pour faire un vélo. Le problème qu'on aura, c'est quoi? C'est comment on produit le fer nous-mêmes. On a la matière première. Mais le fer, là, après, quand il va en industrie, là, on y ajoute des produits chimiques. On lui donne une certaine souplesse, une certaine rigidité. Comment toi, tu vas trouver ça si tu ne fais pas de recherche? Tu connais les composantes. Mais comment tu les agences, justement, pour que tu aies le fer le plus solide? Le plastique, tu peux recycler, ok. Mais quand tu vas prendre le plastique pour le recycler, il va falloir le retravailler. Il faut faire de la recherche. Voilà. Je veux à présent connaître le rôle de 4 entités qui sont essentielles pour moi. Quel devrait être le rôle de l'État? Quel devrait être le rôle du secteur privé? Quel devrait être aussi le rôle des universités et surtout aussi de la diaspora pour une promotion justement de l'innovation technologique dans notre pays? J'aime la question. Pour moi, c'est l'État qui donne l'orientation. Voici un domaine où moi, j'en appelle à nos autorités. J'ai toujours eu de la peine avec ça. On va vous dire compétition de projets, de start-up. Regardez les problématiques qu'on nous envoie. Ce sont des problématiques qui n'ont rien à voir avec nos besoins à nous. Et moi, je me suis toujours opposé à ça. On va vous dire, non, on va faire de l'entrepreneuriat social. C'est quoi l'entrepreneuriat social? Nous, on a besoin d'avoir une économie qui existe. Qu'est-ce qu'on a à faire avec des problématiques d'environnement? Je ne dis pas que l'environnement, ce n'est pas important, hein, mais ce n'est pas notre priorité. Nous, on veut produire. Donc, on nous met des espèces de règles à l'international qui nous limitent, en fait, dans nos capacités à nous émanciper. Donc, pour moi, il faut cadrer. Si aujourd'hui on dit toutes les compétitions qui sont lancées doivent porter par exemple sur la capacité de Burkinabé à produire des choses dont ils ont besoin dans le quotidien, l'effort de réflexion va être réorienté. Mais nous amener à aller réfléchir sur des problématiques européennes qui vont alimenter après leur base de données et autres, mais nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Mais absolument rien. Donc c'est là où la volonté politique intervient. Et j'ai dit, c'est là où je salue le courage du chef de l'État. Vous avez parlé du monde de l'entreprise, du secteur privé. Si vous créez une innovation qui ne correspond pas à des attentes du secteur privé, à quoi ça sert? Quand vous allez prendre dans les pays développés, mais il y a une dynamique entre l'université et le monde du travail. D'ailleurs, beaucoup d'universités sont possédées par des patrons d'entreprise, ils sont actionnaires. Ils ramènent les problématiques, il y a un mouvement permanent entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Ce qui fait que, justement, le rôle du marketing, là, on arrive à trouver l'équilibre.
entre les belles choses que les universités peuvent faire et les besoins concrets que les entreprises recherchent. Si les deux là ne se rencontrent pas, mais on va faire des jolies choses mais qui servent à rien. Parce qu'à la fin, l'innovation que vous faites là, ça doit finir où? Dans le monde de l'entreprise. C'est l'entreprise qui en a besoin. C'est la même chose pour la formation. Ailleurs, ils ont le dual, où les étudiants switchent entre l'entreprise et l'école. Mais ici, c'est difficile, parce que les entreprises ne sont pas associées ou n'ont même pas la forme nécessaire pour pouvoir avoir la souplesse d'accueillir des stagiaires permanemment. Donc oui, il faut cette dynamique-là. La diaspora. La diaspora, parce qu'elle est aux avant-gardes des changements. Elle voit des choses. Vous savez, la plupart des gens qui ont fait de grandes innovations, j'ai pas envie de citer, il y a une solution de transfert d'argent, la toute première solution de transfert d'argent au Burkina. Son histoire, qui m'est racontée par un aîné, c'est quelqu'un qui était à Abidjan, qui se cherchait, je ne peux pas la citer comme... et puis, un de ses amis qui est venu des États-Unis envoie un dépliant. Le gars, il regarde le dépliant, il dit, mais ça c'est quoi? Le gars dit, non, c'est une solution de transfert d'argent. Il dit, mais ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'ouvre dans sa chambre à coucher d'étudiants. Il se débrouille pour avoir l'autorisation de commencer à faire ça dans sa chambre à coucher d'étudiants. Ça devient une multinationale plus tard. Mais il s'est agi juste de prendre quelque chose qui existait et de venir l'adapter au Burkina. Alors que la diaspora a ce regard-là. Maintenant, il faut qu'elle soit humble. Parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de Burkinabés de l'extérieur quand ils reviennent, qui posent des problématiques de leur intégration et tout. Un des gros problèmes quand on est de la diaspora, c'est que quand on vient, on se plaint seulement. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Au lieu de chercher à s'adapter, on veut retrouver l'Europe ici. On n'est pas en Europe, on est en Afrique. Il faut qu'on s'adapte à nos réalités. Il faut se mouler. Il ne faut pas croire que ceux qui sont ici sont moins que toi. C'est totalement faux. Tu as des paramètres qu'ils n'ont pas, ils ont des paramètres que tu n'as pas. Il faut avoir l'humilité de créer ce mixage-là entre ce que tu as découvert, ce que tu as appris et ce qui existe chez toi. Il ne faut pas penser que tout ce qui vient de là-bas est mieux que ce qui existe ici. Si tu ne pourras pas adapter. À vous écouter, on dirait que tout est complémentaire dans les quatre entités. Absolument, les quatre sont nécessaires pour pouvoir booster l'économie. La jeunesse est le fer de lance en ce moment pour la réussite. Quel est votre mot à leur endroit? Mais la jeunesse, moi, c'est ma plus grande douleur quand je vois des jeunes. Parce que la jeunesse, c'est l'énergie. Si on prend le cycle de vie de l'homme, encore j'insiste, on a l'enfance, qui est un moment d'extrême énergie, mais malheureusement qu'on ne peut pas canaliser. Mais quand on arrive à l'adolescence, on doit commencer à orienter cette énergie-là. Malheureusement, nous, notre jeunesse, donc de l'adolescence jusqu'à 30 ans, où l'énergie est forte, elle ne fait rien. Elle utilise cette énergie pour des choses peu utiles, s'amuser. Un jeune peut faire 3 jours sans dormir, je l'ai fait. 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, il fait la fête jusqu'au lundi, il peut aller au bureau, il est en forme. Parce qu'il a de l'énergie. Mais malheureusement, au lieu d'utiliser cette énergie-là pour produire, on l'utilise pour jouer. Et ça, c'est un drame. Il faut mettre notre jeunesse au travail. Et encore, je dis bien, moi j'aime la cohérence du chef de l'État et du gouvernement. Quand on prend nos jeunes après le bac et puis on les emmène à l'immersion patriotique, on leur envoie un message. Et imaginons qu'on avait commencé ça depuis la seconde ou même le primaire. Vous savez, quand ils arrivent à l'âge adulte, ils sont prêts. Regardez dans nos villages, dans nos traditions. Un homme devient un homme autour de 16 ans. C'est pas à 30-40 ans. À 30-40 ans, ici, tu ne fais pas attention, il est grand-père. Mais c'est à 16 ans, on estime que tu dois commencer à contribuer au bien de ta communauté. Mais aujourd'hui, avec la modernisation en griffe, on le fait très tardivement. Donc nos jeunes sont de l'énergie qui dort alors que le pays en a besoin pour se développer. Et c'est les personnes qui ont après 30-40 ans qui sont productifs. C'est pas normal. C'est un dysfonctionnement. Abdoul Karim Bandé, quel est votre dernier mot? Excellente journée, semaine à tous ceux qui nous suivent. Et on parlera de la loi de la reconnaissance et de l'honneur la prochaine fois. Il faut être reconnaissant pour les choses que vous recevez. Merci. Merci à vous donc Abdoul Karim Bandé. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Merci à vous qui nous fait ce plaisir et cette amitié. Merci. Merci également à vous auditeurs et téléspectateurs. C'est donc fini, point final pour ce numéro du Déj Matinal Info, premier de la semaine. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Truy TV, la télé interactive.